Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 24 heures de retard par rapport au planning habituel. Nous sommes le 1er juillet et ceci est la dernière émission officielle de la saison. Comme nous vous avions averti, aujourd'hui, nous traiterons d'une actualité. Une actualité, c'est bien la première fois que cela nous arrive. C'est-à-dire donc Indiana Jones et le cadran de la merde. Le cadran de la destinée. Déjà, voilà, le point caca est coché. Ça y est, bon. comme ça je peux maintenant être extrêmement clair et élégant. Donc le cadran de la destinée de ce brave James Mangold dont nous allons parler aujourd'hui. Avant cela, toutefois, je voulais faire une sorte de coup de griffe à la manière de Louis, puisque, vous le savez ou non, je ne vais plus au cinéma pour plein de raisons, ça me fait chier, et là, pour un film d'actualité, évidemment, n'ayant pas reçu un Blu-ray immédiatement des États-Unis, j'ai dû aller dans une salle de cinéma, une salle UGC, et je dois bien dire que ça m'a rappelé pourquoi je n'y allais pas. Parce que vraiment, c'est casse-couille. Donc déjà, rapidement, vous entrez dans une salle dans laquelle il n'y avait personne. Je suis allé en matinée, ce qui m'a permis de payer, je crois, un peu moins cher qu'une place à $250. Vous avez une musique de merde qui sautait. En plus, on aurait dit un vieux vinyle qui sautait comme ça en attendant que commencent enfin ces putains de publicités de merde et ces bandes-annonces de chiasse qui m'ont permis de voir, entre autres choses, que des bandes-annonces de films pourris. Et ça m'a confirmé que je n'irai pas voir Oppenheimer, parce que rien que la bande-annonce de 2 heures, de 2 minutes, 1 minute m'a cassé les couilles, et le film dure 3 heures, donc si déjà la bande-annonce est chiante, on se dit, le film, ça sera terrible, il peut tourner en 70 mm, en 240 mm, ou sur du papier cul, ça n'y changera rien. Voilà, les sièges sont cradingues, dans les salles de cinéma, on est mal assis, c'est vraiment pourri. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les salles de cinéma et ce que j'en pense. Ah, c'était un best-of. C'est clair. Non mais 20 minutes avant que le film commence, quand en plus C'est abusé. vous avez la politesse d'arriver en avance, donc Il vous faut pas, glandez hein, 10. jamais, Je sais jamais. bien, mais moi j'ai toujours peur que ça s'éteigne, tu sais, et que je Ouais. trouve pas ma place. Bon, bah là il y avait 3 personnes dans la salle, donc j'aurais trouvé une place. Hein, mais bon, voilà. C'est tout. Je ne parlerai pas des émeutes, c'est promis. Vous vous êtes épargné de ça, c'est Voilà. pas mal. Donc vous plaignez pas franchement. Mais bon, n'est-ce pas Allez, liste, débute, vite. Alors, maintenant c'est parti. Nous allons parler du dernier volet d'Indiana Jones, avec évidemment Harrison Ford, avec Mads Mikkelsen et avec Phoebe. Alors, c'est Waller-Bridge, je crois. Voilà, extraordinaire. Et aussi, on aura l'occasion d'en parler, je pense. Pourquoi un acteur français, parce que paraît-il, il est français, venant de son lycée de je ne sais où, et qui était donc le personnage de l'enfant. Hein, voilà, je pense qu'on aurait pu prendre absolument n'importe qui, il n'y avait pas besoin de prendre un Frenchie, particulièrement. Juste parce qu'il est pas mal quoi. Enfin, Oui, voilà. Alors la moustache prépubère, moi c'est un truc, ça me fout Ah oui, c'est la vrai. gerbe. Si vous avez écouté les premiers épisodes... Bah, j'avoue, là on a une vous espèce avez- de lore qui vient se synthétiser chez C'est Quentin. clair. On a toutes les obsessions et les haines de Quentin qui viennent se condenser comme C'est ça vrai. dans une minute de haine. C'est vrai. Pourquoi? Quel est le problème? Il faudra que j'en parle à ma psy la semaine prochaine. Un problème avec cette transition entre l'âge d'enfant et l'âge d'homme. Pour le dire comme voilà, l'auteur que nous aimons tous. Dont j'ai oublié le nom, donc c'est très bien. Alors, Qui tu Personnage Michel très Léris, secondaire, Michel ouais. Léris, Ah, l'âge d'homme, voilà. d'accord. Alors bon, bref. Alors, comme je présente, qui aurait envie de pitcher cette merde? Bah on peut le faire en collab parce que Je vous en prie. Allez. le film est relativement long Oui. et comme tous les Indiana Jones, finalement on a vraiment
en quelque C'est sorte une linéaire, quoi. succession. Ouais, c'est ouais. très linéaire. C'est vraiment une succession d'étapes qui vont d'un point A à un point B. Donc chaque séquence est une espèce de Ouais. de mini récit en soi. Ah oui, alors, pardon. Oula, ça commence. Non mais juste, on le rappelle parce qu'on le dit à chaque fois et d'habitude ça pose pas trop de problèmes, mais là comme c'est un film d'actualité, on va peut-être spoiler un petit peu, on va essayer de faire des efforts pour spoiler un Oui, peu moins oui. que Ah, d'habitude. puis il n'y a aucun risque, on peut tout spoiler, ça change rien à l'affaire. Bah, Alors je j'ai suis envie pas de dire, sûre, ouais, c'est clair. En vrai, pour moi, il y a un élément vraiment spoilable à la fin. Ouais. On va dire de l'intrigue, la manière dont elle se boucle, etc. Sinon, on va raconter à peu près tout ce qui Oui. se passe jusque-là. Mais de toute manière, c'est un récit d'aventure ultra classique. Voilà, qui a hyper à peu près linéaire, rien d'étonnant. c'est clair. Ouais, pas de grosse C'est même un surprise. des grands défauts du film. Je commence le tout début et je te laisse Merde, c'est poursuivre. le tout début dont je me souvenais. Moi aussi. Alors, c'est l'histoire de Indy, qui est encore jeune. D'ailleurs, c'est un faux jeune, on en parlera un petit peu après. Qui se retrouve dans un train rempli de nazis et qui doit retrouver une lance, un truc antique. Il vient le récupérer, il se rend compte que c'est faux, mais par contre qu'il y a un autre truc antique, enfin, il s'en rendra compte un peu plus tard. Il voit Mads Mikkelsen pour la première fois, il court sur le toit du train, là, sur les wagons, pam pam pam. D'ailleurs, on se demande toujours comment c'est possible, parce qu'avec la vitesse, Ah bah, ça, normalement, tu peux pas courir, depuis quoi. Mission Impossible, tout le monde court sur les trains. Non, mais voilà. Aussi, c'est sur des TGV même. Oui. Il se retrouve avec un autre objet antique, plus ou moins magique selon les nazis, enfin selon certains nazis, et avec son comparse, il s'en sort, tout ça. Et ça y est, je suis déjà un peu perdue. Et on arrive à aujourd'hui, entre guillemets, enfin voilà, au temps de Indiana Jones, à l'âge qu'il a, c'est-à-dire un vieux papy. Fin des années 60. 68, parce qu'on Ça est au moment correspond de à- l'alunissage. Ouais. Exactement. Et bah vas-y, continue parce que je Alors me peut-être suis- peut-être préciser, parce que c'est pas un spoiler, parce que c'est dans le titre, le Ouais. cadran de merde, je vous rappelle. Simplement, l'objet sur lequel il tombe un peu par hasard, c'est un demi-cadran, qui Oui, est voilà. une espèce de petite machine en fait, qui aurait des propriétés hyper puissantes et qui est donc convoitée par les nazis, sauf que on ne trouve qu'une moitié. Et pour compléter l'objet et déployer sa puissance, il faut trouver l'autre moitié. Voilà, Et donc en fait, lui et son comparse arrivent à récupérer en gros la la première moitié. Alors en fait, au début, on croit que c'est perdu, et après, quand on arrive dans les années 60, on se rend compte que son compagnon l'avait en réalité conservé. Et Indiana Jones est devenu un vieux prof de fac, un peu saoulé par ses étudiants, 68 arts, qui pense qu'à faire la fête. Il est réveillé par ses voisins qui mettent à fond du rock and roll. Et du coup, il est un peu, on sent déclinant. Il ne se retrouve pas dans ce monde en mouvement qui change. Je fais une Quentin. C'est un hommage. Oui, je vous remercie. Et du coup, il va tomber par hasard, en fait. Enfin, il y a une femme qui va se pointer à son cours, qui elle semble tout à coup intéressée par ce qu'il raconte, alors que tous les autres dorment sur leur pupitre. Et il comprend en fait que c'est sa nièce, du coup, enfin que c'est Sa Sa filleule. filleule. Ouais, Sa filleule. voilà, sa filleule plutôt, parce que c'est la fille de son fameux comparse des années 40, Ouais, qui était devenu obsédé par ce cadran, au point d'en devenir fou. Et elle va le relancer sur cette piste en disant, j'ai une piste pour trouver la deuxième moitié et une espèce d'en gros de, je sais plus comment ils appellent ça, mais un codec en gros, une espèce de plaque avec les informations qui permettent de décoder le langage codé de ce cadran. Et donc, elle va l'embarquer dans une aventure à la recherche de ce cadran et de ses potentiels pouvoirs. Il faut trouver comment le décoder, comment, etc. Et donc, on pourrait résumer en détail, mais en fait, à partir de là, c'est le récit classique à la Indiana Jones où on va aller un peu aux quatre coins du monde pour récupérer des reliques, pour aboutir à la relique suprême qui a des pouvoirs. C'est toujours un petit peu la même chose. En l'occurrence, ici, on quitte un peu le champ du religieux pour aller du côté des sciences vaguement occultes du coup, parce que on est sur un cadran qui aurait été fabriqué par Archimède et qui aurait, et là pour le coup moi je suis plutôt pour ne pas spoiler parce que j'étais pas du tout, oui, d'accord. il me ouais, semble ouais. pas que dans les bandes annonces ils en parlent, mais en gros le pouvoir qu'aurait ce cadran permettrait de faire des choses effectivement complètement hallucinantes, et c'est pour ça du coup qu'on retrouve Mads Mikkelsen en 68 qui cache un petit peu son passé de nazi et qui voudrait retrouver ce cadran pour pouvoir profiter de ses pouvoirs qui sont effectivement pour un ancien nazi relativement intéressants, j'ai Tout envie à de dire. fait. Pour le coup, ça, je préfère que vous puissiez le découvrir et que vous ne soyez pas frustrés. Donc, ce cadran sert justement. Alors voilà, bon vous avez dit l'essentiel, je crois, puisque le reste, on s'en tamponne le coquillard. Alors, Marion, bien sûr, très bien, un bon Cotillard, point, une mais- image. Ah, oui, oui. Une image pour aller Nice à ma droite. Alors, Je me fais victime.
victime à chaque fois. Bah, oui, mais c'est un leitmotiv. 2h30 de pur bonheur, bien entendu. C'est long. C'est très long, c'est très très pénible. Et pourtant, j'avais... vous avez compris quand même que nous ne sommes pas des vilains à cette table, que nous avions fait... Et d'ailleurs, on a eu le nez creux parce qu'on savait pas quel Indiana Jones choisir. Et en fin de compte, on avait pris le tout premier. Et c'est celui auquel ce film-là fait le plus de références. Donc vraiment, on est malin comme des singes. On retrouve beaucoup de personnages, notamment, qui ont vieilli, mais qui viennent du premier. Et pour certains, qui ont fait les autres aussi. Je pense notamment, on peut le dire sans... Marion. Voilà, Marion, pour ceux qui seraient vraiment à jour. Et Salah, son ami... Voilà, mais Salah qui revient, lui, plusieurs fois. Et il était dans la bande-annonce, donc on savait qu'il revenait dans alors, pourquoi tu quittais le Caire pour être chauffeur de taxi? Moi, ça me fait un peu de peine, mais sûrement le rêve américain, bien entendu. Oui, parce qu'il parle de ses enfants, de dire ils savent ce que c'est qu'être des Américains égyptiens. Oui. Il y a toute une symbolique sur... Comme j'en fais beaucoup, mais je crois que c'était juste une manière de justifier que ce vieillard était... Il est très âgé, pour le coup. Ouais. Oui. Il est encore plus âgé qu'Indiana. Oui. Il se retrouve à New York, effectivement, alors qu'à la base, il travaille au Caire, quoi. Oui, c'est quand même un bel endroit aussi. Oui, j'allais dire, parce que quand même, c'était sous de bons auspices. Pour une énième suite. Il y avait Harrison Ford, qu'on aime quand même, Mads Mikkelsen, qui est probablement l'acteur que j'aime le plus au monde, et puis c'était quand même réalisé par James Mangold, qui, alors je sais plus trop ce qu'il a fait, à part en tout cas un film qui m'a toujours marqué, c'est Copland, parce que c'est le film qui a montré à quel point Sylvester Stallone était capable de jouer des rôles dramatiques, et c'est un film que je trouve vraiment génial, Copland. C'est un de ses premiers films pour le coup, parce qu'après il a fait pas mal de films d'action. En fait, il a un peu navigué, parce qu'en fait tous ses films sont un peu connus, en fait, James Mangold, sans forcément être identifié. Oui. Comme des films de James Mangold, c'était cette espèce de faiseur hollywoodien assez discret, qui a fait des films plutôt appréciés, typiquement Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash avec George King. C'était immonde. T'as super bien réussi. J'ai eu un petit sursaut. C'était horrible. Après, il a fait Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz, et récemment, il avait fait 2 Wolverine, un considéré comme tout pourri, et un considéré comme très bien, Logan, qui était un hommage au western. Complètement, qui sortait complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Du trope des films de super-héros, c'était plus une espèce de truc un peu crépusculaire sur un homme en fin de vie qui devait sauver une petite fille, un peu la The Last of Us d'ailleurs. Et puis, dernièrement, Le Mans 66, qui était sur on va dire la compétition à la fois sportive et du coup mécanique et économique entre Ford et Ferrari autour des 24 heures du Mans. Et comment Ford a réussi pour la première fois en 66 du coup je crois à battre Ferrari sur ce terrain-là. C'était sur la puissance américaine, c'est un film très américano-américain, mais bon, il y avait quelques séquences de course pas trop mal filmées, et je pense que c'est un peu ces films-là qui ont amené les producteurs, en l'occurrence Spielberg et le George Lucas, qui sont toujours producteurs exécutifs sur le film, à se dire tiens, Mangold, il sait filmer des poursuites, du coup ils ont dit on va en mettre plein et qui dure 3 heures. Mais ça, on peut peut-être le dire parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord. Oui. Vraiment, les courses-poursuites sont interminables et elles sont vraiment très très longues. Et t'as pas besoin de si long, quoi. C'est bon, t'as pigé le truc. Alors justement, parce que tu le sous-entendais tout à l'heure, il faut quand même préciser pour les gens qui iraient voir ce film, si vous êtes comme moi pris par une espèce de haut-le-cœur au début, dans les 20 premières minutes, dites-vous que ça va passer à un moment, parce que les 20 premières minutes sont 20 minutes de chiasse intégrale, puisque c'est exactement l'inverse de ce que je disais l'autre fois par rapport au Spielberg. C'est-à-dire que là, on ne sait jamais où est la caméra, puisque probablement il n'y en a jamais eu aucune. C'est des images de synthèse pendant 20 minutes. C'est-à-dire même, évidemment, ils ont rajeuni Harrison Ford, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, c'est affreux. Et alors là, quand il court, quand il roule, c'est très sombre, c'est sombre. On a l'impression de voir un film en, comment on dit, en CGI, CGI, voilà. DJI. Je suis content que vous l'abordiez parce que pour moi c'était un des gros défauts du film qui m'a vraiment heurté les yeux littéralement, c'est à quel point le film est laid. Le truc c'est qu'il est même laid en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il est laid, c'est le numérique. Ça tu en parles et j'aimerais bien prolonger la discussion là-dessus. Mais même globalement en réalité il est assez pauvrement éclairé, il y a quelques efforts mais il est quand même dans les standards contemporains où tout est aplati, les lumières manquent quand même d'expressivité, c'est-à-dire que c'est très classique, mais dans le premier Indiana Jones, quand Indiana apparaît, il y a un jeu d'obscurité, de lumière, etc. C'est des choses assez simples, mais où à Hollywood, il y avait un peu ce langage visuel qui était basique et que Spielberg avait réussi un petit peu à vivifier. Il avait donné un peu de tonus à ça. C'était toujours fait avec une espèce d'énergie. On disait, trop classe et tout. Bon.
Là, tout est fade, tout est plat, et à cette laideur, je dirais, de base de l'image, s'ajoute une laideur de l'utilisation du numérique assez ahurissante, parce que toutes les scènes d'action sont globalement faites sur alors soit fond vert, soit autre chose, je n'en sais rien et je m'en fous, tout ce que je vois c'est que c'est laid. Et il y a aussi cette croyance dans le numérique qui amène à mon avis plusieurs problèmes, et qui sont des problèmes plus généraux et qui vont au-delà de ce Indiana Jones. Mais tout à coup, comme Indiana Jones, jusque là c'était ce qu'on décrivait, c'est-à-dire ce sens de l'aventure qui s'incarnait aussi dans des trucs assez assez physiques, quoi. Oui, complètement. Là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est mou, c'est assez mal rythmé en termes de mise en scène, on pourra en reparler, et le numérique vient rendre tout artificiel. Et il y a ce paradoxe qui consiste à faire croire aux producteurs qu'avec le numérique on peut tout faire, donc on se permet de tout faire. De un, à force de tout faire, on perd le sens de l'émerveillement. C'est-à-dire que tout devient basique, tout devient déjà vu, tout devient, disons, normal en quelque sorte. Et deuxièmement, le rythme, ce n'est pas incarné. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les corps sont des espèces de marionnettes sans ossature. Et moi, le truc qui me choque, que les gens trouvent d'ailleurs plutôt bien fait, j'ai regardé un peu sur internet, les gens trouvent ça bien fait, c'est le visage rajeuni de Indiana. Premièrement, on va peut-être pas d'ailleurs trop aller là-dessus parce que ce serait long, éthiquement, je trouve ça très très problématique. Bon, ça, on peut ne pas être d'accord. Pour une fois, ils le font pas avec un Maccabée. Enfin, ils le font pas avec quelqu'un qui est décédé. Disons que éthiquement c'est un peu moins grave, parce que jusque-là dans Star Wars ils le faisaient avec Carrie Fisher qui était récemment décédée. Je trouve ça absolument ignoble. Deuxièmement, je trouve que ça ne marche pas. Même sans savoir que c'est Indiana Jones, enfin Harrison Ford qui a été rajeuni, il y a quelque chose de flottant, il y a quelque chose de mou, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On rentre dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que plus on se rapproche de quelque chose de bien fait et de réaliste, plus le décalage entre notre acceptation de ce qu'on voit et disons sa réalité est grand. C'est-à-dire que plus ça se veut réaliste, moins j'y crois. Je crois beaucoup plus aux masques en numérique des premiers Missions Impossibles, qui sont effectivement explicitement factices, que cette imitation la plus réaliste possible du réel qui crée un effet dérangeant. Et je trouve que c'est bien fait techniquement, mais ça ne marche pas. Il y a toujours un truc flottant. Le visage, littéralement, est mou. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer mieux. Moi, j'ajouterais même que vraiment toutes ces 20 premières minutes du film, en fait, dès qu'on voit ce personnage-là, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression que c'était une cinématique de jeu vidéo et pas de film, et ça m'a beaucoup dérangée. Et je suis assez d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi. En plus, c'est un film qui fait vraiment fortement hommage aux Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. Et dans ce premier opus, il y a beaucoup de séquences où, justement, au tout début, on en parlait la semaine dernière, le Indiana Jones, avant d'être vu, avant qu'on le voit vraiment, on voit son ombre, on voit son fouet, on voit son chapeau. Je veux dire, il y avait plein de façons de pas prendre ce choix-là. Et pour ajouter aussi sur les scènes de combat très numériques, etc., en plus de l'incarnation, on perd aussi le rythme, parce qu'on sent que quand c'est fait un peu en mode cascade, en mode palpable, on va pas le faire pendant 20 minutes. Alors que là, ils se permettent aussi de rallonger des courses-poursuites, on a des caméras dans tous les sens, mais on voit rien, donc en fait, c'est même pas très agréable à regarder. Cette séquence qui est complètement obscure, là, ces 20 premières minutes, et je me suis même dit, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, même déjà si au cinéma, je vois rien, mais si je le mets sur ma télé, c'est mort. Enfin, je passe les 20 premières minutes, en fait, il n'y a aucun intérêt. Il y a, pour conclure sur cette histoire-là, il y a en plus un truc choquant, c'est qu'ils le rajeunissent, mais a priori, c'est Harrison Ford qui fait quand même la voix, moyennant quoi, il a dû descendre d'à peu près, je sais pas de quelle tessiture il est descendu, mais enfin, c'est d'une octave à peu près sur la voix, et donc, alors qu'il est jeune, il a sa voix d'après. C'est-à-dire, en plus, dans le film, alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a aucun problème, je sais pas si tout est refait en post-synchronisation, mais il a des basses, il parle qu'en basse, quoi. Et donc, sur un corps jeune, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'a pas cette voix dans les premiers. Donc déjà, rien que ça, c'est con. Et effectivement, je redis pas ce que vous avez dit, ça lisse complètement. Et ce qui est très étrange, c'est la preuve que... C'est pour ça que ce film fait 2h30. C'est qu'il se complaît dans des machins, alors qu'en fait, ces 20 premières minutes, on s'en contrebranle. C'est-à-dire qu'ils auraient pu nous raconter ça en 2 minutes, avec un vieux sépia de merde, tu vois, à l'ancienne, et puis on comprenait. Et même, pourquoi pas, faire une bonne voix off, tu vois, des familles à l'ancienne. Franchement, là, on aurait gueulé en disant show don't tell, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai. Mais sauf qu'en revanche, on aurait gagné 20 minutes précieuses à notre vie, parce que elles servent à rien, ces 20 minutes. À part cogner du nazi à grands coups de patate de forain, ce qui est toujours plaisant. Voilà.
Et d'ailleurs, on en parlait hors antenne, mais les bruitages des coups de poing dans la tronche des nazis est assez délicieux. Ça, c'est vrai qu'on est très très fort dans le son maintenant. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui a évolué, quoi. Ouais. Mais après, voilà, après, il reste 2 heures, 2 heures, Ouais. 2 heures Alors, 10. Si je puis me permettre, j'ai beaucoup aimé, moi, la première séquence, justement, post truc de ce train-là. La séquence dans l'appartement Quand il se réveille, d'Indiana Jones âgé, Oui. avec cette espèce de travelling qui part de la fenêtre. On voit un peu ses meubles, ses objets, et ça va jusqu'à lui, ce vieux papy, quoi, sur son fauteuil à regarder la télé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous êtes fait cette même réflexion, mais ça m'a beaucoup fait penser à Fenêtre sur cour. Bah oui. Là, justement, cette même séquence de Et travelling. où on voit d'ailleurs une photo de son fils, où on reconnaît le visage de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf d'ailleurs, qui en fait on apprend plus tard quel destin lui était réservé, et on voit sur la photo qu'il est militaire, donc déjà en fait on a un aperçu complètement. On a, voilà, sans le dire, là pour le coup c'est vraiment ça, on voit quelques éléments de sa vie. Moi j'ai bloqué sur le caleçon. Ah oui. Donc j'ai pensé qu'à ça, parce qu'il porte le caleçon comme quelqu'un que je connais qui a à peu près son âge. Ouais. Et je me dis il faisait, voilà, un truc très personnel parce que ça n'a rien à voir. Mais ce qui a permis, parce que j'attendais aussi, parce que j'avais vu une interview à Cannes à la télé, enfin sur internet, Ouais. et où il y avait une journaliste qui était chaude comme la braise, qui disait mais comment vous êtes encore aussi beau, tout ça. Bon, il s'en est sorti avec une pirouette très très drôle. Et donc j'attendais le moment où, mais c'était quoi ce moment où il est torse nu? Et donc c'est là, oui, quand il se réveille, il doit visiblement avoir un verre de whisky, donc il est pété, enfin il a dormi dans son fauteuil comme un gros schlag. Et effectivement, oui, bah, c'est un corps vieillissant, mais un beau corps, quoi. Mais le problème aussi, c'est que c'est un peu le sujet du film, c'est-à-dire la fin d'un corps et la fin de ce qu'il incarnait quelque part, parce que c'est vraiment le baroud d'honneur en fait de cet aventurier. Mais le truc paradoxal, c'est que je trouve que le film manque un peu justement de ce côté-là de sens de le revoir. Je trouve que ça tombe un peu à plat. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est que le rythme ne traduit pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe qui fait, je trouve que ça fonctionne pas tellement, d'un corps qu'on nous montre comme vieillissant. Il y a plusieurs moments où on voit qu'il fait des trucs et qu'il a un peu mal au dos, quoi. Mais d'un autre côté, c'est trépidant tout le temps, ça va hyper vite dans les séquences d'action. Avec ce qu'on disait aussi en termes d'absence de qualité au niveau de la mise en scène, un truc surdécoupé, assez laid. Et je repense à ce que tu disais, Quentin, la semaine dernière, en disant que maintenant, s'il n'y a pas de 36 plans pour montrer une action, on a l'impression que les monteurs et les cinéastes s'étouffent, quoi. C'est assez dramatique. Là, on est un peu là-dedans. Oui. C'est moins pire que d'autres trucs, mais ça reste... c'est assez dingue, hein. On est face au cinéma le plus cher du monde. On est face au cinéma le plus influent du monde. On est sur le cinéma qui est censé être l'apogée du divertissement. Les gens ne savent plus monter, ne savent plus découper. Je sais pas d'où ça vient. C'est des gens talentueux qui font ça. C'est des gens qui sont censés savoir faire. Ce n'est pas regardable par moment. Je ne comprends pas. Et c'est pas du tout le seul film. En fait, il y en a plein qui sont comme ça. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des gens capables. Et moi, je commence à croire que James Mangold n'est pas capable, parce que beaucoup de ses films ont ces problèmes, quoi. C'est que c'est soit plat, soit pas très bien fait, soit carrément illisible dans les séquences d'action, quoi. Et je trouve ça assez alarmant en réalité. Et pour revenir sur ce que tu dis, Pour revenir sur ce que tu disais sur la figure justement de la fin de, le corps, la fin d'une figure emblématique d'Indiana Jones, un peu les au revoir et tout. Je trouve que les deux seules choses qui marquent vraiment ça, mais et encore, je pense que ça aurait pu être vraiment approfondi. C'est déjà quand on le voit prof de fac avec les étudiants qui s'endorment, alors que dans le premier, on se souvient que les étudiantes étaient complètement folles de lui, voilà. Et aussi, ça va être, on va en parler, mais ce contraste avec le personnage Helena interprété par Phoebe Waller-Bridge, qui justement incarne une forme de jeunesse, d'autres rapports aux antiquités, d'autres rapports à l'archéologie. Mais moi, ce qui m'a beaucoup dérangée et ce qui m'a vraiment déçue, c'est que c'est une actrice que j'adore, et je l'ai trouvée très plate et monolithique dans son rôle. Je l'ai trouvé sans substance, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Oui, et encore, mais... par rapport au reste, finalement, elle a un peu de relief. Oui. Mais oui, évidemment, comme actrice britannique qu'on connaît dans des comédies qui sont quand même vraiment acerbes, acides, là, ça n'a pas sa place dans un gros blockbuster américain, mais quand même, j'allais dire heureusement qu'elle est là.
Ouais, mais moi, tu vois, ça m'a un peu Mais c'est pas suffisant. laissé Oui, sur en fait, ma faim. Ça aurait quoi. pu être n'importe qui d'autre, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ce personnage, alors moi, ça pourrait leur permettre de faire éventuellement une suite avec une archéologue. Sauf qu'en fait, elle l'est pas parce que elle est quand même en fait surtout intéressée par le pognon puisqu'elle Oui. veut tout vendre. Elle. C'est assez Donc, cynique, hein, d'ailleurs. C'est c'est pas joli. Mais bon, on est toujours content qu'il y ait un personnage féminin. Point déjà. Oui. On est toujours content qu'il y ait un personnage féminin qui soit courageux, audacieux, qui ait du répondant. Ça change aussi, c'est pas juste un faire-valoir. Complètement. Donc ça, c'est pas mal, mais ça ressemble très fort à du cahier des charges, quoi. C'est-à-dire que... Oui, malheureusement, oui. C'est Mais clair. le truc un peu triste, c'est que le film se ressemble à un grand cahier des charges, quand même. Parce qu'il n'a quand même rien de surprenant. Il est à la fois calqué sur les premiers en termes de structure, et en même temps, on a un peu cette idée de, il va falloir conclure une saga. Ouais. Ce qui, en fait, d'ailleurs, est peut-être une mauvaise idée, parce que est-ce que c'est possible, ne serait-ce que de faire un truc satisfaisant pour conclure une telle saga, qui est quand même un truc assez emblématique des années 80. Et du coup, à la revoyure, le Crâne de Cristal paraît peut-être plus, pas forcément beaucoup mieux, mais plus naïf, plus premier degré, et Ouais. du coup peut-être moins, en fait, moins dérangeant, entre guillemets, parce que celui-là, bon, le Cadran de la Destinée, c'est pas un film dérangeant, c'est pas un film horrible ou cynique, atrocement, mais c'est quelque chose dont on sort en se disant... En fait, avec le recul, quand même, ça paraît difficile de faire un truc radicalement mauvais. On peut ne pas aimer Indiana Jones, mais bon... Et ben même avec un cahier des charges, on en ressort en se disant ouais, bon. Et Ouais, d'un c'est autre un peu côté, ça permet décevant. aussi de se souvenir quand même que même les premiers Indiana Jones, tout Spielberg qu'il était, etc. Bah, ça restait aussi des films assez simples entre guillemets. Enfin, c'est des films très bourrins aussi finalement. Mais Spielberg, ça reste Spielberg. En Bah fait, ouais. qu'on l'aime ou pas, James Mangold, c'est pas Spielberg quoi. Bah, c'est Et clair. en fait, c'est peut-être ce qui manque aussi au film, c'est Ouais. que tout, on se répète un peu, mais tout manque de relief. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre chaque point de création du film, même la musique, elle est purement illustrative. Il y a le thème, même quand le thème revient, on n'a pas ce souffle, on n'a pas cette espèce de truc qui monte. Parce que moi, je suis un peu nostalgique, c'est-à-dire que même en étant cynique, en mode ouais, je suis plus un gamin Indiana Jones, tu me fous la musique bien casée avec un personnage, machin. Je vais avoir un truc qui remonte de l'enfance, tu vois, du fin fond de mes tripes. Je vais dire, j'ai quand même été un gosse à un moment donné, j'ai été émerveillé premier degré par ces films. Et ben même là, ça marche pas. Et ultime sacrilège, on n'a pas la transition entre le logo de la Paramount et un motif à l'écran. Ah, Et punaise, ça, j'ai même pas fait. même j'ai même pas sur le Crâne de tilté. Cristal, il l'avait fait. Et là, je Ouais. m'étais dit, soit il y a une démarcation en disant, nous, on fait pas comme tout le monde, Ouais. mais quand on voit le film, bah non, c'est pas ça. Ouais. C'est juste de la flemme ou Ouais, ils en ont rien à c'est secouer, vrai. quoi. Oui, Après, je suis pas maniériste. En vrai, en réalité, je m'en fous. Mais je sais pas, ça traduit quand même un je m'en foutisme ou Ouais. on n'a plus besoin de s'emmerder avec ça. Sachant qu'après, ils nous font. Je me suis dit peut-être que ça veut dire qu'ils veulent pas être dans le rétro ou dans trop la nostalgie. Après, ils ouvrent avec la typo du premier. Ah oui, ils donc, le font, ils le Mais sont il carrément. faut être, ouais. quand tu fais ça, Bien tu sûr. t'inscris, donc bien sûr que tu es dans la nostalgie. Mais alors je suis d'accord, j'y avais pas pensé, il faut arrêter, en fait on va le dire, et que tout le monde à Hollywood, écoutez-nous bien, arrêtez de vouloir finir les sagas. En fait, laissez-les se finir par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a Ah une oui. aventure, et puis on décide qu'on n'en fait plus, parce que si c'est pour faire des trucs, et là d'ailleurs ils ont frôlé, hein, si c'est pour faire des trucs comme James Bond, où ils ont, pour faire partir Daniel Craig, ils décident que l'île elle est bombardée. Moi je dis non, Daniel Craig il meurt pas jamais. Je m'en fous, vous mettez quelqu'un d'autre derrière parce qu'il a envie de faire autre chose. Tu m'as spoilé. Mais c'est vrai. Je l'ai pas vu le dernier. Mais c'est de la merde, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc on laisse les gens, voilà, partir à la retraite. Ils n'ont pas besoin ou de mourir ou de machin ou de dire c'est ma dernière mission. C'est bon, ben on va le comprendre parce que dans le prochain on prendra un autre acteur et puis ça continue. Oui, parce Mais- que sachez-le, il y aura d'autres Indiana Jones. Hein. oui. Le truc va faire beaucoup trop de pognon pour qu'ils se disent Bah, bon, on bien arrête. sûr. Et du coup, ils vont trouver un moyen de faire un spin-off ou un. D'ailleurs, j'ai pensé à vous deux, évidemment, dans mon cœur, à chaque fois que je vois un film, mais surtout, j'ai pensé à l'épisode qu'on avait fait sur Nancy Meyers, et notamment le nouveau stagiaire avec De Niro et Anna Thaoué, parce que justement, je trouvais que ce duo entre la jeune Helena et le vieux Harrison Ford, enfin le vieux Indiana Jones, il y avait presque un peu de ça, tu vois, un peu l'ancienne école et la nouvelle école, mais... Il manque quand même un petit truc, quoi. Ça reste un peu trop plat, un peu trop sans nuance, mais j'ai trouvé qu'on arrivait presque à toucher quelque chose de sensible, de cet ordre-là. C'est parce qu'il y a le môme au milieu qui vient faire chier, tu vois. Oh, Mais ça aussi, c'est qu'il y a des charges, c'est 2001, quoi. Oui, c'est 2001. 2001, qu'est-ce qu'ils prennent de tout. Alors en plus, il parle 12 langues, lui, parce que selon les séquences, il parle en pas quoi, en bidule, en français à un moment donné. Aidez-moi. J'ai rien compris à ce personnage. Je sais même pas d'où il vient, je sais même pas ce qu'il fait. Fait chier.
Bah oui, c'est vrai que par contre, on comprend. Il pop dans le film, Ouais. tu crois que ça va être juste une silhouette, et d'un coup, il est là, au milieu, tu Il dis, l'a qu'est-ce que tu tout fous le là temps, ouais. Le mec, il s'est incrusté. Tu fais, mais dégage. C'est vrai Mec, que c'est... Qu'est-ce que tu fais là à côté d'Indiana, toi? Mais c'est vrai que le personnage est très très mal introduit. Mais de toute façon, il y a plein de lacunes d'écriture, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, il y a Ouais. des incohérences. Bon, Oui. on va pas revenir là-dessus, parce qu'en plus, des incohérences dans Indiana Jones, faut être quand même sacrément bourrin pour vouloir en faire un vrai défaut, parce que sinon, on Oui. refait toute la saga. C'est C'est clair. quand même un mec à la base qui trouve l'Arche d'Alliance pour de vrai, et l'Arche d'Alliance, genre, est vraiment un truc qui tue les gens quand tu l'ouvres. Bon, L'arche perdue. l'Arche d'Alliance, oui. Oui, Ah, c'est le nom du truc, C'est pardon, l'Arche d'Alliance, excuse-moi. oui. Oui, j'ai fait Je du savais catéchisme. En plus, tout le monde sait très bien que c'est moi qui l'ai dans ma cave, donc Oh là là. Le jour où on l'énerve trop. je l'ouvre. Mais oui, voilà, c'est quand même tout est très. Mais en fait, on va répéter les choses, mais on en sort en disant ouais, tout Ouais. est très pauvre, très mou, et puis ras le cul de ce numérique qui Oui. tue à petit feu quand même cet Hollywood là, parce qu'attention, à Hollywood il y a plein de trucs rien, et il y a aussi des gens brillants qui utilisent le numérique, ça il faut aussi le rappeler. C'est des gens comme je cite par exemple Ang Lee, je trouve, qui assume complètement l'artificialité des effets spéciaux numériques et qui en fait une vraie matière plastique, mais aussi souvent narrative. Pense à Gemini Man par exemple, qui parle d'un Will Smith dédoublé, et la version Will Smith numérique qui a ce côté un peu ragdoll, marionnette désarticulée, il en fait quelque chose dans sa narration et dans sa mise en scène. De Donc, Will Smith. Il y a aussi pour le prix d'un, t'imagines. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas c'est la généralité aujourd'hui, mais c'est pas il y a des gens qui font des choses intéressantes avec. Ouais. Mais malheureusement, ils sont à la marge, et il faut des Ang Lee qui sont quand même des mecs particulièrement doués, Oui, et c'est qui clair. sont des mecs qui viennent d'un cinéma aussi. Et puis, prends pas une saga dont vraiment l'essence de l'émerveillement, c'est justement ce côté un peu palpable, ce côté artisanal. Tu Même vois, le Crâne de c'est- Cristal le faisait plus. Ouais. Après, c'était 2009, hein, le Crâne de Cristal. Mine de rien, c'était déjà une autre époque. En fait, en 2009, Hollywood, c'était pas. Ouais, c'est clair, c'est pas c'était aujourd'hui. pas hein. ça. Et les gens avaient déjà détesté le numérique, d'ailleurs, l'excès de numérique dans le Crâne de Cristal. Si on savait où on en serait. Cela dit, ce film-là a l'air un poil plus apprécié que le Crâne de Cristal, même si les premiers retours, parce que là, du coup, on enregistre vraiment quelques jours après sa sortie. Il n'y a pas eu d'avant-première, il a été montré à Cannes hors compétition, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de retours. À Cannes, les retours étaient déjà froids. Et là, les premiers retours sont très, 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 très tièdes. Ouais. Donc, on voit aussi qu'il n'y a pas d'immunité, quoi. T'as beau être Indiana Jones, bah, si tu fais pas quelque chose d'un minimum ambitieux, et je crois que le film manque d'ambition à beaucoup de niveaux, ça marche pas, quoi. Complètement. Mais je pense que le film il va tout exploser. En plus en France on a la fête du cinéma ce week-end, enfin là au moment où on parle, c'est la fête du cinéma, donc là le film il va cartonner, c'est certain. Ah oui, non mais je pense qu'au niveau des entrées, ça posera pas de problème. On est tranquille. C'est clair. Donc, vivement Indiana Jane. Voilà. Yeah. Oui. Nous dépassons nos minutes. Je peux dire un tout dernier petit truc parce que je l'ai noté. C'est la dernière émission. Du coup, il y a aussi Mads Mikkelsen dont on n'a pas beaucoup parlé. Et vraiment, je me suis dit... alors déjà, Carrément. un peu sous-exploité, je suis complètement d'accord. Et je me suis dit, mais vraiment, dans le film, heureusement qu'il est très raciste et très nazi, parce qu'en vrai, il est génial. Moi, j'ai presque envie d'être de son côté, tu vois. Bien heureusement qu'ils font... J'ai mal à interprété. fond Non, mais dans le sens où, voilà, parce que sinon, je trouve qu'il est tellement charismatique que même quand il est méchant, t'as envie d'être avec lui, De toute quoi. façon, depuis la dernière émission, dès qu'on parle de nazisme, il y a quelque chose qui dérape dans cette... On comprend parfaitement. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur? On comprend parfaitement son point de vue, son éthique, son envie de Allez, c'est la fin de cette de saison. réécrire l'histoire. C'est la fin de cette belle saison. Mais oui, il est sous-exploité et même lui, je pense que je lui donne pas vraiment. Non, il est pas il joue, fou, hein. il joue comme il sait faire. Ouais. Voilà, comme un méchant dans James Bond. Il a les mêmes mimiques. Non, vraiment, c'est dommage. Mais on l'aime quand même. On l'embrasse. Ouais, bien sûr. Alors, avant de vous faire des faux au revoir, puisque vous entendrez encore les voix de certains et de tout le monde, mais dans d'autres circonstances pendant l'été probablement. Et puis, en toute logique, vous nous retrouverez sous une autre forme à la rentrée, bien sûr, une autre forme, puisque voilà. On peut l'annoncer, il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2, Oui. il y aura une saison 2 qui sera donc on peut le dire, en distanciel, la plupart du temps. La plupart du temps. Voilà, Ouais. pas toujours, mais parce que... Peut-être que le format va changer aussi. On sait Peut-être pas. que On vous tient informé de tout ça. On fera ça tout nu, on sait pas. Mais pour nous quitter et avant de vous embrasser chaleureusement, avez-vous, chers amis, des recommandations? Bah, bien sûr. Alors, Alénis. Alors moi je vous recommande parce que j'ai re-regardé un peu leurs vidéos, la chaîne YouTube Calmos qui a plein de petits formats mais dont un format qui est rigolo et ils reviennent sur les films comiques en règle générale en passant par plein de thèmes.
Et ils ont un montage qui est très agréable, très dynamique, c'est super intéressant, c'est hyper divertissant aussi de les regarder. Très Donc intéressant. voilà, je vous conseille vraiment Calmos, et notamment, il y a plein de trucs sur Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, et je me suis dit vraiment, je pense qu'il va falloir que je me fasse un jour une session où je me mate tous leurs films, parce que je crois que je vais faire ça pour la rentrée, parce que ça me... Voilà. Donc Calmos sur YouTube. Très bien. Louis ? Eh bien, je vais rester sur la comédie. Je vous recommande un livre, pour le coup, qui analyse aussi la place aujourd'hui de la comédie, ou du moins du rire plus largement, dans la société française, carrément. Ça s'appelle Nick Taras. J'en profite pas du tout. Un film de... Ah, mais tu l'as lu alors, ce livre machin de... Oui, je l'ai lu. Et je le recommande, du coup. Un livre de Adrien Desnouettes, publié chez Façonnage Édition, éditeur lyonnais, en plus. Et donc, voilà, c'est un livre qui part du postulat que si la France était une... Enfin, si la culture française était une ville, son rire serait sa banlieue, et du coup plus ou moins traité de la même manière dans la société. En gros, on traite le rire en France comme on traite nos banlieues. C'est d'actualité à plein de niveaux, et c'est un livre que je trouve c'est un livre que je trouve assez passionnant. En plus, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dans le livre, donc je trouve que c'est intéressant, une lecture avec laquelle on est dans une forme aussi de débat intérieur. Ouais, c'est ça, et même parfois un peu de combat, parce qu'il y a des trucs avec lesquels j'étais radicalement pas d'accord, et d'autres que je trouve assez intéressantes. Et en plus, il a le mérite de mettre en lumière une part de la comédie française qui personnellement me touche beaucoup. Il parle notamment beaucoup du stand-up, et notamment d'un humoriste qui a arrêté sa carrière il y a quelques temps, Mustapha Latrafi, que depuis quelques années je trouve moi-même assez brillant. Donc voilà, je trouve le livre intéressant, et je rebondis parce que Calmos, c'est une chaîne qui analyse le rire à travers plutôt le cinéma, et là c'est plus global, et il parle notamment de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, qui le considère comme sous-considéré justement dans le champ de la culture officielle, alors qu'il lui il considère que c'est des génies. Voilà, donc livre que je vous recommande, qui est déjà plus ou moins en rupture de stock, ça a été un joli succès. Ah bah ça va être peut-être réussi. Pardon. Mais j'ai rien à voir avec Façonnage. Hein. On vend trop de livres. C'est le premier livre. Allez, c'est bon, ferme-la avec ton livre. Moi, justement, tiens, un truc un peu burné par un truc de bon. Moi, j'avais prévu de recommander, tant qu'à être dans les grands machins. J'ai regardé sur Netflix la série en 3 épisodes sur Arnold Schwarzenegger, et j'ai trouvé ça vachement bien, parce que j'ai été quand même plutôt de la team Stallone, et je pensais vraiment que c'était un parfait crétin, et d'avoir du début à la fin vraiment toute sa généalogie, son histoire. Je me suis laissé surprendre, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pourtant, c'est un documentaire Netflix, donc dans le genre truc lycée, c'est les champions du monde, mais je trouve que ça manque pas d'intérêt. Ça permet d'éclairer ce bonhomme d'une autre façon. Complètement. Ouais, je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé, parce que pareil, je me suis dit, franchement, ça aurait été sur Stallone, j'aurais regardé, mais sur Schwarzy... C'est l'affaire de 3 heures à regarder, l'été arrive, on sait pas quoi faire. C'est bien vendu. Si vous vous faites chier, vous savez quoi regarder. Voilà, exactement. Sur ce, on vous souhaite un bon été. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. En réalité, on peut le dire, de la semaine prochaine, il y a des petites choses qui sortent. Bien sûr. Mais c'est officiellement la fin de la saison. C'est ça. On a été moi personnellement, j'ai été très contente de faire ça avec vous, et puis d'avoir vos retours aussi, les retours des auditeurs et des auditrices. Donc voilà, c'était trop bien. Ouais, bof. Ouais. On peut arrêter cette émission parce que je voudrais parler avec Lou de son bouquin là, parce que ça m'énerve. Allez, au revoir. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.